Bonjour, Fanny Mété, je suis médecin généraliste dans les Bouches-du-Rhône. Juste plus remarque que question, mais c'est en termes de... On parlait d'accessibilité, d'acceptabilité. C'est compliqué quand on nous pousse à promouvoir un vaccin, notamment le VRS à plus de 65 ans, et puis quand on veut le prescrire pour la première fois, on se rend compte que c'est plus de 200 € la dose non remboursée, sans visibilité pour savoir quand est-ce que ça le sera. Et pour les petits bouts, se retrouver avec des vaccinations recommandées, du coup, à 2, 3, 4, 5, 6 mois et 3 doses à 12 mois. Donc, je voulais savoir comment c'était évalué, cette acceptabilité. Je ne sais pas si vous entendez, ouais. L'acceptabilité, elle est évaluée par différentes choses. Globalement, il y a des observatoires avec des enquêtes d'opinion qui sont faites, à la fois chez les professionnels de santé et dans la population générale. Donc, on peut se baser là-dessus. Et après, l'acceptabilité, elle est aussi évaluée par la couverture vaccinale au fur et à mesure du temps. Après, c'est vrai que la problématique de la multiplication des doses chez les tout-petits, je peux le comprendre, ça peut être un frein à la réalisation des vaccins. Mais avec l'obligation vaccinale, on voit que la couverture vaccinale a fortement augmenté. Donc ça, c'est une aide pour la prise, pour aider, en tout cas, à promouvoir la vaccination. Et sur le prix et le remboursement, c'est ce que le professeur Bouvet vous expliquait. La commission technique des vaccinations, elle n'a pas du tout la main sur le calendrier. Et au moment des négociations, une fois que tous les avis sont donnés, parfois les négociations entre les labos pharmaceutiques et l'UNICAM notamment peuvent être assez longs. Et plus ces négociations sont longues, plus le prix et le taux de remboursement met du temps à sortir. Donc il peut toujours y avoir un délai plus ou moins long entre la recommandation et la fixation du prix et du taux de remboursement. Mais ça, c'est très variable et c'est pas du tout dépendant de la HAS. Ouais, je veux bien dire un mot sur les 3 doses à 12 mois, parce que je crois qu'il y avait cette question sur la faisabilité. Il y a deux choses, et de mon expérience de membre du CTV, c'est qu'il y a peu de praticiens en fait qui vaccinent, et que souvent cette réalité-là de faire 3 vaccins nourrissons, elle est mal vue. Il n'y a pas d'expérience. Pour autant, il y a plein de pays qui le font. Donc c'est possible techniquement. Et différer un vaccin, par exemple à 12 mois, implique, et c'est ce qu'on vient de voir dans la dernière présentation, de payer une consultation en plus. Donc dans les choix de ne pas dire 13 mois au lieu de 12 mois, c'est l'idée, bien entendu qu'il y a l'observance, mais qu'il y a aussi le fait de devoir payer une consultation. Après, sur le plan pratique, pour ceux qui voient les documents du Collège de la médecine générale, on a fait une fiche vaccination de 0 à 24 mois et on conseille pour ceux qui ne feraient pas 3 vaccinations à 12 mois de différer la vaccination à l'époque méningocé et pour moi maintenant éventuellement quadrivalent et de privilégier le B à 12 mois puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup plus de B que de W si on devait différer. Donc il y a une reco, ça ne veut pas dire qu'en pratique on ne peut pas aussi adapter. Mais ça implique, comme l'a dit Elisabeth, qu'il y ait plus de généralistes dans la CTV pour plus influencer sur ce qu'est la vraie vie. D'autres questions ? Une question là-haut ? Oui, mais je me demande si là-bas c'est pas avant moi. J'arrive pas à voir qui. Merci, pardon. Bonjour, je sais que j'étais là. avant là-bas. Ah oui, pardon, en bas à droite. Je pense que, ouais. Pardon. Une question un petit peu globale par rapport à ce que vous aviez décrit sur la montée du sentiment anti-vax et de la défiance et de l'hésitation vaccinale. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce fonctionnement un peu opaque, de ne pas connaître le fonctionnement, comme vous l'avez décrit en Angleterre, où on connaît exactement quels sont les critères pour le remboursement ou pas d'un vaccin. En France, ça a l'air un petit peu obscur, on n'a pas accès aux chiffres, on n'a pas accès aux données. Quand
quand on voit l'exemple du Beyfortus, pour lequel le labo avait dépensé quelques dizaines de milliers d'euros en lobbying vis-à-vis des key opinion leaders, est-ce que vous n'avez pas peur que cette opacité puisse favoriser aussi la montée justement de l'antivaccinalisme, surtout comme pour le Beyfortus, dans un médicament où clairement on était plus sur un bénéfice qui se voulait sur les hospitalisations et donc le système de santé, plus que sur le bénéfice individuel, parce qu'on voit bien que les décès n'avaient pas été évalués en termes de coût-efficacité, en termes de bénéfice-risque, pardon. Okay. On va prendre plusieurs questions de suite, si vous voulez, puis on répondra globalement. Oui, moi, du coup, j'avais une question aussi. Je suis en haut à droite. J'avais une question. Moi, j'avais été interpellé lorsque j'avais vu l'extension des recommandations aux autres vaccins anti-méningocoquiques, qu'ils n'avaient pas été intégrés premièrement dans le calendrier vaccinal, puisqu'ils avaient un pouvoir d'immunogénicité et surtout de durabilité de l'immunité acquise par le vaccin qui s'épuisait assez rapidement, contrairement au méningocoque C conjugué qui lui avait un effet d'immunogénicité qui persistait plus dans le temps, et c'était la raison pour laquelle on pouvait préconiser qu'une seule dose après 1 an, contrairement aux autres vaccins où finalement même si on les vaccine à 1 an, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, ils ont plus de protection vaccinale, et donc il y avait un risque de décalage des épidémies de méningo pour des périodes d'âge. C'est quelque chose que j'avais lu, je pense même dans les documents du Haut Conseil de la santé publique qui s'était intéressé à ces questions de vaccination. Peut-être qu'il y a des données qui sont un peu entre-temps qui me contredisent. Et la deuxième remarque, c'est que quand je m'étais intéressé à ça, donc dans le cadre de mon travail de thèse, il y avait beaucoup de données qui sortaient sur l'immunogénicité des vaccins, mais il y avait très très peu de données qui sortaient sur l'efficacité du vaccin pour prévenir la maladie. C'est-à-dire qu'effectivement, le vaccin va entraîner une réponse immunitaire contre le méningocoque, mais derrière, j'avais très peu de données qui disaient, à part les données épidémiologiques qu'on avait des pays extérieurs, il y avait très peu de données qui sortaient qu'effectivement, la personne qui va être vaccinée ne va pas choper le vaccin, ou 8 sur 10, ou 9 sur 10, enfin voilà, ce genre de chiffres. Ok, on continue un peu les questions peut-être ? Non, vous voulez une réponse tout de suite à ça ? Bon, j'ai vu le tollé de la salle. Je peux peut-être commencer. Oui. Oui, pour quand même dissiper peut-être un malentendu par rapport à ce que j'ai dit. C'est vrai que le critère de coût-efficacité est exprimé très clairement au Royaume-Uni. Après, les négociations de prix, elles se font comme chez nous, elles sont confidentielles. Et le problème de la non-transparence des prix et de la disconnexion croissante entre les prix et les prix faciaux et les prix nets sur le médicament, il est international, il est partout. Et je pense même que le vaccin est quand même a été jusque maintenant moins affecté que d'autres thérapies qui sont extrêmement coûteuses. Et au niveau des critères de décision, par contre, je trouve quand même que les avis de la CTV, du collège, sont extrêmement documentés et argumentés. Et c'est vrai que les coûts ne font pas partie. C'est ça ce que je voulais dire. C'est le coût n'en fait pas partie. Après, les jugements bénéfice-risque, etc., on ne peut jamais oublier que c'est du jugement, c'est de la délibération, et c'est qu'on peut ne pas être d'accord et se respecter, et au bout d'un moment, il y a un vote, et voilà, c'est un jugement. Il n'y a pas une vérité et quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Il peut y avoir 2 personnes qui pensent différemment juste parce qu'elles ne donnent pas la même valeur, voilà, aux bénéfices, aux risques, etc. Moi, je vais répondre sur le méningo. De ce que je crois savoir, le fait que ça avait été flou dans le calendrier vaccinal, c'est que le prix n'était pas fixé, que le tétravalent n'était pas encore remboursé. C'est pour ça que dans le calendrier vaccinal 2024, le tétravalent n'apparaissait pas. Ce n'était pas par rapport à des problèmes d'immunogénicité. Sur les problèmes d'immunogénicité, je pense qu'il y a des données. Par contre, vous avez entièrement raison sur le fait que quand il y a un nouveau vaccin, on a des données d'immunogénicité, mais pas ou peu de données sur l'impact sur la maladie ou sur la vraie vie. C'est normal parce que la vaccination débute. Quand on prend l'exemple de la Covid, quand on a eu les premiers éléments, on avait des données d'immunogénicité d'ailleurs qui étaient bien moins bons que ce qu'on a eu en vie réelle.
Bon, c'est à un moment donné le fardeau de la maladie qui fait qu'on va décider ou pas de s'engager. Bon, là, c'est les changements d'épidémiologie qui justifient une adaptation, à mon avis, sur le méningo, comme on pourrait le rediscuter sur le pneumo. Mais le problème est le même. Les nouveaux vaccins pneumocoques, que ce soit le Vaxneuvance ou que ce soit le Prevnar 20, il n'y a actuellement quasiment que des données d'immunogénicité et pas de données sur la maladie. Et c'est effectivement l'évaluation à venir. Alors des fois, on s'est beaucoup basé sur les expériences étrangères, parce que souvent en France, on a tendance à faire un truc, on laisse les autres pays démarrer, puis on dit « Ah, vous voyez, ça marche aux États-Unis, ça marche en Angleterre ». C'est ce qu'on a fait sur la coqueluche chez les femmes enceintes, ou sur le premier Prevnar, où on a laissé les Américains vacciner, sauf qu'après, on a pris beaucoup de retard sur l'épidémie. Voilà. Je sais pas si je dirais que c'est assez logique qu'on n'ait pas beaucoup de données d'efficacité en vie réelle, parce que pour avoir des données d'efficacité en vie réelle, quel que soit le pathogène, il faut avoir des données considérables qui entraînent forcément des biais. C'est-à-dire que parfois, vous allez conclure à l'efficacité d'un vaccin, alors qu'en fait, il y a un événement intercurrent qui est survenu en même temps, mais que vous ne mesurez pas a posteriori. C'est le problème des bases de données. On a fait énormément de progrès. En France, on était en retard là-dessus, c'est vrai, en termes de recueil de données. Même pour le Covid, on a mis beaucoup de temps à démontrer réellement l'impact en vie réelle de l'efficacité. Mais on s'est aperçu a posteriori que d'autres événements étaient survenus pendant telle ou telle période qui nous avaient fait attribuer au vaccin tel effet alors que ce n'était pas le vaccin. Donc c'est très très difficile. L'immunogénicité, au moins, c'est quelque chose de pur. Vous savez que vous avez avant, après, vous savez ce que vous gagnez en gain d'anticorps. Ça ne veut pas dire que vous gagnez forcément en protection, mais vous savez ce que vous gagnez en gain d'anticorps, et c'est déjà ça. Au moins, c'est un événement, c'est un fait objectif. Après, l'efficacité, c'est très bien, mais il faut faire extrêmement attention, parce qu'il y a énormément de biais d'interprétation de toutes ces données qui intègrent des big data qui viennent dans tous les sens et où vous n'avez pas forcément la préhension de tous les phénomènes qui interviennent en même temps. Je crois qu'il faut être conscient de ça. Et puis, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit à propos de les lobbies pharmaceutiques et de l'hésitation vaccinale. Oui, effectivement, c'est dans les études sur l'hésitation vaccinale, c'est ce qui revient très souvent dans les... et donc, on gagnerait, effectivement, à plus de transparence sur les prix dans les recommandations. Je suis complètement d'accord. Prendre des questions à droite. Excusez-moi, je crois que... Tout là-haut. Je suis jusqu'à... Non, mais on va changer. Ah oui. J'étais là avant. Bonjour, je suis médecin généraliste en Guyane et j'aurais une question. Enfin, lorsque vous donnez vos avis sur les vaccins, est-ce que vous prenez en compte aussi les spécificités de certains départements, comme la Guyane en zone tropicale, pour savoir notamment l'applicabilité de la vaccination? Oui, on essaye au maximum, et si on a des données, mais ce n'est pas toujours le cas. Et notamment le vaccin dingue actuellement qui est beaucoup discuté. Voilà, il y a clairement des positionnements sur les dom-tom qui est différent. Mais voilà, ça dépend des vaccins, des pathologies et des données qui sont disponibles. Mais c'est souvent discuté aussi. J'avais une question encore relative à l'acceptabilité, notamment concernant la campagne Covid et grippe. Est-ce qu'il y a une dynamique dans le sens d'un vaccin combiné, et si oui, s'il y a des pistes sérieuses en cours? Oui, il y a des développements des laboratoires pharmaceutiques sur des vaccins combinés, notamment pour augmenter l'acceptabilité. À ma connaissance, à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a pas de données suffisamment probantes pour que ça avance. Et je ne crois pas que pour l'instant, il y ait de vaccins qui aient l'AMM sur les vaccins bivalents. Non, il y a des vaccins en développement, Covid, grippe. Il y a des projets Covid, grippe, VRS. Mais voilà, ce qui poserait d'autres questions, ce qui n'empêcherait pas de devoir garder des vaccins monovalents pour ceux qui veulent l'un ou pas l'autre, ou s'il y a des épidémies. Si quelqu'un a eu la Covid, donc il doit attendre un certain délai, ne referait pas la Covid. Voilà. Ouais. Mais oui, il y a des développements.
Et après, sur la vaccination Covid globalement, actuellement en France, on vaccine uniquement avec du vaccin Comirnaty Pfizer ARN messager. On sait très bien qu'il y a un peu un phénomène d'épuisement avec l'utilisation de cette plateforme. Il y a de nombreux vaccins Covid qui sont en cours de développement avec d'autres plateformes ou qui ont été développés avec d'autres plateformes, et c'est possible que les politiques vaccinales Covid changent dans le temps. Bonjour, donc Pascal Durier de Lille, médecin généraliste. Je voudrais juste amener un témoignage par rapport à Mme Paris sur le Charix. Effectivement, le Charix est tout à fait abordable en officine hospitalière. Il suffit de faire une prescription marquant accès direct. Le patient va à l'officine hospitalière, à la pharmacie de l'hôpital, et ressort avec le vaccin. J'en fais depuis des mois et ça marche impeccablement bien. Et il n'y a rien à payer, bien entendu. Je ne sais pas à quel prix la pharmacie de l'hôpital négocie. Petite question, pourquoi faire toujours un tétravalent, par exemple, sur le méningo? Vous n'avez pas parlé du A. Dans tous les cours, le A n'apparaît jamais. Il n'y a plus de C. Pourquoi continuer à accorder des tétravalents? Pourquoi pas obligé de faire des mono ou bivalents dans ces cas-là, en fonction de l'évolution de la maladie? Merci. Alors, le C, le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri de reprise chez le nourrisson et que le rattrapage chez les jeunes adultes n'a pas été aussi bon qu'attendu. Le A, c'est vrai qu'il n'y en a pas. Le problème, c'est les industriels et qui ne fabriquent pas obligatoirement ce qu'on veut. Ça fait des années et des années qu'on demande un vaccin coqueluche monovalent qu'on n'a pas et qu'on est obligé de faire donc un DTCAP quand on veut faire une vaccination coqueluche. De la même façon que le Revaxis, comme vous le savez, n'est plus commercialisé, donc on n'a plus d'autre choix. Et donc, bien entendu, c'est un peu, ça c'est un autre élément du débat, c'est que c'est souvent les industriels qui imposent de fait le choix des vaccins. Je ne sais pas si vous avez rajouté des choses, Elisabeth. Oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prend compte tenu de ce qui est disponible effectivement comme vaccin. Et on est malheureusement tributaire de... Bonjour, Rémi Boussajon, président du conseil scientifique. Merci beaucoup pour ces interventions qui permettent de nous faire réfléchir sur comment est décidé tout ça. Moi, j'avais 3 remarques et puis donc des questions. La première chose, vous n'avez pas parlé de l'objectif des vaccinations à visée l'immunité collective et à prévention individuelle. En fait, il y a une confusion importante dans les vaccinations. On mélange souvent les objectifs derrière ça, de santé publique ou de protection individuelle. Et ça rend parfois les messages confus. Parce que ce n'est pas la même chose de discuter avec un patient de l'intérêt d'un traitement qui ne concerne que lui, par contre, de s'inscrire dans une logique de santé publique qui nécessite de mobiliser l'ensemble des partenaires pour ça. Donc ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que, Serge, je n'ai pas vu que tu as cité le problème du remplacement des sérotypes, qui est quand même un problème majeur dans certaines vaccinations en pneumocoque et méningocoque, qui fait que malheureusement le nombre total d'infections invasives à méningocoque peut rester assez similaire dans le temps, parce que c'est ça l'objectif peut-être principal. Ce n'est pas uniquement de diminuer certains sérotypes. Si d'autres sérotypes apparaissent, c'est la course à l'échalote. Nous aurons toujours le même nombre d'hospitalisations pour infections invasives à méningocoque, mais on aura changé de sérotype. Et puis ma dernière question et remarque, ce sera pour Mme Paris et Mme Bouvet. J'ai bien compris que les études médico-économiques mettent en rapport l'efficacité et les qualis, mais est-ce qu'il y a une vision globale de là où il faut mettre les budgets? Parce qu'en période de restriction budgétaire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote, qui dit en disant est-ce que là, peut-être qu'on peut gagner effectivement quelques hospitalisations avec une vaccination de masse, avec un coût non négligeable, alors que peut-être cet argent pourrait être utilisé pour d'autres actions de prévention et dans une période de ressources contraintes, à la fois économiques mais aussi en temps. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote tout ça? Merci. Je commence par cette question. Non, la réponse est non. Personne ne pilote tout ça. Et c'est vrai pour les vaccins, comme pour tout le reste d'ailleurs. C'est-à-dire que
c'est quand même... On négocie les prix. Alors, on ne peut pas dire si on les négocie bien ou pas. Mon intuition, c'est que plutôt pas mal, mais en fin de compte, comme personne ne sait qui paye quoi, c'est compliqué. Mais en tout cas, l'objectif de l'évaluation médico-économique des stratégies de santé, quelle qu'elle soit, que ce soit un médicament, un vaccin, une campagne de promotion de santé publique, etc., c'est justement de calculer ces coûts d'opportunité. Si je dépense ici, ça me rapporte tout ça en gains de santé, en années de vie, en bonne santé. Donc on fait ces calculs exactement pour ça. Et puis après, il y a un total budget. Alors, pour faire des vraies allocations rationnelles dans tout le système, il faudrait avoir ces données pour tout. On ne les a pas. En général, mais c'est partout pareil, hein, on s'intéresse surtout à ce qui arrive, les nouvelles interventions et en l'occurrence les nouveaux produits de santé. Mais là, aujourd'hui, on accepte à peu près n'importe quel coût par quali. Pour certains médicaments, comme vous le savez, les prix sont extrêmement élevés. Alors on dit l'impact budgétaire n'est pas si élevé, mais au bout du compte, ce sont des coûts d'opportunité, de l'argent qu'on ne dépense pas ailleurs, et ça finit par être important. Quand j'étais à la CESP, on avait essayé de calculer quelle part de l'ONDAM, c'est-à-dire ce qu'on s'accorde en plus pour l'année prochaine, est capturé par les 20 ou 25 médicaments qu'on évalue en CESP. Et c'était... on avait du mal parce que c'était des années Covid, mais ça peut être 10 à 30% de tout le budget supplémentaire qu'on s'accorde pour l'année suivante. Alors que il peut y avoir un vaccin par mieux, mais sinon c'est des médicaments qui touchent des toutes petites populations. Donc ces questions-là, on ne se les pose pas beaucoup. Hein. On fixe l'ONDAM, et voilà, et des économies à faire, et on ne sait pas où on les fait. Oui, c'est la question de la planification qui est un problème de société globale, mais on a mis le doigt, c'était un peu une des raisons qui fait qui nous a motivés à organiser cette session. Pour répondre sur les variants et sur l'émergence de nouveaux sérogroupes ou sérotypes, peut-être qu'Elisabeth sait mieux que moi sur le méningocoque, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait dans le méningocoque un problème vraiment de remplacement. Il y a un problème de circulation aussi géographique qui peut expliquer parfois, mais on voit bien qu'il y avait quand même déjà du W dans les années pré-vaccinales, dont il peut y avoir une pression, sélection. Mais c'est vrai pour le pneumocoque, mais ce n'était pas l'objet de la présentation. Et pour le VRS, par exemple, on peut s'interroger si on diminue effectivement le poids de ce virus, quel autre virus émergera clairement. Je ne sais pas si on peut raisonner pareil pour les virus et pour les bactéries. Alors c'est parce qu'il y a une écologie bactérienne avec une flore bactérienne qu'on connaît tous. Par exemple, le pneumocoque, c'est un agent infectieux qui est présent chez tout le monde. Donc effectivement, on voit très bien qu'à partir du moment où on va agir sur tel sérotype, on va favoriser l'émergence d'autres sérotypes. Pour les virus, comme c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est pas des êtres vivants qui sont présents en continu, ils viennent en général des animaux, et il faut des cassures antigéniques, il faut des introductions à un moment donné qui ne sont pas attendues. On sait que ça risque d'arriver, mais c'est lié à des événements qui sont en général très très loin de l'utilisation des vaccins, à mon avis, même si on a vu avec le Covid se dessiner une courbe différente. Mais c'est des phénomènes. Effectivement, il y a des choses à prendre en compte. Pour le pneumocoque, on s'attendait à ce que, bien sûr, ça bouge. Et pour le méningo aussi, le W, il y a une autre chose qui est un phénomène épidémique du W, qui pour une raison qui nous échappe, parce que les facteurs climatiques jouent beaucoup, il y a des épidémies de W au nord de l'Europe, auxquelles la France échappe en général relativement. Et puis de temps en temps, ça se réouvre. La pression des vaccins joue aussi. Et il y a des vaccins qui agissent, effectivement, comme vous le disiez, sur le portage et d'autres non. Et donc, il faut jouer aussi avec ça. Donc, je pense que vous avez raison, c'est des phénomènes qui sont importants, mais qu'on a beaucoup de mal à mesurer, à maîtriser. Enfin, on a beaucoup de mal à prédire ce qui va se passer compte tenu de l'interaction de tous ces phénomènes.
Et une dernière remarque pour répondre à Rémi. C'est vrai que quel argent on met dans le budget global, il y a une dimension qualitative au niveau de la décision qui est celle que quand on fait un programme de vaccination infantile, c'est pour sauver des vies d'enfants, de nouveau-nés, de petits-enfants. Et cette dimension qualitative, il y a beaucoup de pédiatres dans le CTV, joue beaucoup dans la décision. Merci de vos interventions.